Est-ce que les États-Unis ne sont-ils pas le véritable ennemi de la RDC derrière le Rwanda? C'est la question que nous allons nous poser dans cette émission. Il y a eu plusieurs manifestations devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa parce que les jeunes ont compris qu'il y a quelque chose qui se trame. On en a marre avec les Américains. Oui. Ça, c'est notre pays. Oui. Nous sommes là pour défendre notre territoire national. Nous sommes derrière les femmes d'État. Nous sommes derrière les chefs de l'État. Les Américains, ce sont des hypocrites. Nous sommes derrière les Wazaleux. Nous demandons aux Américains de dégager à l'immédiat. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Je suppose que ça ne vous est pas passé inaperçu durant la CAN que les joueurs du Congo ont mis en avant le génocide qui se passait au Congo. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas un nouveau massacre qui vient de se déclarer, c'est quelque chose qui se perpétue depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Le Congo est régulièrement attaqué par le Rwanda, soit directement dans le passé par le Rwanda ou via des groupes armés que le Rwanda finance. Mais qui finance le Rwanda ? Comment un petit pays comme le Rwanda peut affronter un géant comme la RDC sans avoir des alliés obscurs derrière eux? Lorsqu'il y a un crime, qu'est-ce que l'enquêteur se pose comme question? En premier, à qui profite le crime? Et là, ça devient très clair. Les grands fournisseurs en armement du Rwanda, les soutiens économiques, sont principalement les Américains et les Anglais. Après, on peut se poser la question, où est-ce que Kagame a-t-il été formé? Eh bien, il a été formé aux États-Unis. C'est pour ça qu'en revenant, après le génocide, lorsqu'il a pris le contrôle du pays, il a changé la langue nationale. Ils ont viré les Français, il est rentré dans le Commonwealth, et maintenant la langue officielle du Rwanda, ce n'est plus le français, mais l'anglais. Les Français ont perdu des positions, et puis vous remarquez aussi dans le Sahel, les Français sont en train de perdre position, mais les Américains essayent d'y rester. Sous prétexte qu'il ne faut pas qu'il y ait l'influence russe qui prenne le dessus. Mais en fait, j'ai remarqué que un peu partout dans le monde, les Américains essayent de reprendre le contrôle de ce qu'ils avaient laissé auparavant aux Français. Et vu que les Français sont un peu à but de leur personne, ils pensent que voilà, ils sont encore dans le temps de Napoléon et qu'ils ont encore ce pouvoir-là, alors que ce pouvoir-là, il fallait continuer à le travailler. Ils l'ont perdu. Mais ils restent accrochés avec cette image de la grande France. Mais voilà, on peut constater que maintenant, c'est une force moyenne dans l'échiquier mondial. Donc après Mobutu, les Américains se sont rendus compte qu'il est très difficile de contrôler le Congo. Ils n'avaient plus une personne puissante comme le maréchal Mobutu. Alors la solution pour eux, c'était de créer le chaos. Et Kagame s'est porté volontaire pour être justement l'instigateur de ce chaos. Il est plus facile pour les Américains d'avoir plusieurs groupes divisés et de négocier avec eux que d'avoir une personne qui pourrait devenir surpuissant et à l'instar de l'Arabie Saoudite, à qui ils ont confié trop de pouvoir durant ces années et qui commence maintenant à se rebeller, quitte à ne plus vendre en dollars leur pétrole et à s'allier aux BRICS. Ils ne veulent pas qu'un géant comme le Congo ait un grand leader qui maîtrise la situation, l'ensemble du pays et de ses richesses et devient un acteur principal dans l'échiquier mondial. Et c'est comme ça que les États-Unis, avec l'Angleterre, ont commencé à financer le Rwanda qui a commencé à déstabiliser le Congo pour pouvoir extraire les minerais. Dans l'histoire du Congo, on peut noter que les Américains n'ont jamais été des alliés fiables. Vous pouvez remarquer que lorsqu'on parle de la mort de Lumumba, le nom de la CIA ressort principalement. Les Belges ont contacté la CIA pour avoir l'autorisation d'éliminer Patrice Lumumba et ils passent par le général Mobutu justement pour arriver à leur fin. Avec le temps, est-ce que les choses ont changé? Non, parce que maintenant ils passent par Kagame pour créer le désordre en RDC afin de pouvoir tirer les richesses. Alors beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas juste une alliance avec le Congo et comme ça prendre directement les richesses du Congo au Congo au lieu de passer par Kagame. Eh bien parce que ça coûte beaucoup moins cher. Déjà de 1, mais je pense que la principale raison, c'est qu'ils ne veulent pas que le Congo devienne un géant mondial. Ils ont fait l'erreur dans le passé avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, en négociant 50-50 les bénéfices du pétrole. Je vous rappelle que les pays africains, souvent pour leurs minerais, c'était 10% pour l'État et puis 90% pour les entreprises. Certains montaient à 20%, mais il y avait vraiment une escroquerie. Ce qui n'est pas arrivé avec les États d'Arabie, où eux ont dit non, 50-50. Et quand les Américains ont dit non, ce n'est pas possible, vous voyez, dans l'économie, selon nos calculs. Les Saoudiens ont dit non, nous on s'en fout. Vous rentrez chez vous, vous faites le calcul et quand vous ferez un calcul auquel 50-50 c'est bénéfique pour vous, vous venez et on va voir ça. Les Américains sont revenus mais avec une condition en disant ok, mais vous devez vendre votre pétrole uniquement en dollars dans le monde entier. Les Saoudiens ont dit ok, ça va, le reste du monde sera biaisé mais nous on va en profiter. Et au fil du temps, l'Arabie Saoudite
a pu avoir une économie florissante grâce à ses bénéfices de 50-50 et ils sont arrivés à un niveau où ils commencent à tenir tête aux États-Unis. Ils commencent à faire des alliances avec la Russie, avec le BRICS et là, ça gêne les États-Unis parce qu'ils n'ont plus de moyens de pression étant donné que l'Arabie Saoudite est en position de force. Ils ne veulent pas que ça arrive avec le Congo. Alors pour eux, il est plus intéressant de maintenir le chaos que de faire un arrangement, même si tous les partis seraient gagnants-gagnants. Vaut mieux pour eux d'être les gagnants seuls et que le Congo reste dans l'instabilité. Ils savent très bien que le Rwanda ne pourra jamais atteindre le niveau de richesse du Congo. Le Congo avait le contrôle de ses frontières. C'est pour ça que pour eux, il est préférable de s'allier avec le Rwanda, car pour eux, il suffit de couper le robinet pour que le Rwanda ait des problèmes. Je vous rappelle que le Rwanda, l'économie du Rwanda, est majoritairement subventionnée par les aides internationales. Beaucoup de gens pensent que le Rwanda, c'est un miracle économique, que les affaires fonctionnent, mais si vous allez bien regarder, c'est parce qu'ils reçoivent énormément de subventions des pays occidentaux. Est-ce que cela vous étonne ? Lorsque vous voyez comment les États-Unis se comportent, lorsque Israël commet des crimes, c'est les États-Unis qui mettent leur veto pour les appuyer, vous comprenez leur état d'esprit. Beaucoup de gens ne comprenaient pas lorsque je parlais de la Palestine, de ce qui se passait en Israël. Il y a des Congolais qui me disent « Mais pourquoi tu ne parles pas du Congo ?» Parce que je voulais bâtir étape par étape un cheminement pour que vous compreniez un peu le système mondial, qu'en fait tout est lié. Qu'est-ce qu'à avoir un Palestinien et un Congolais ? Les bombes qui sont en train de tomber là en Palestine, beaucoup des minerais, ça vient d'où? La bombe d'Hiroshima, l'uranium venait d'où? Vous voyez que même un Japonais, sa vie a été influencée par des minerais qui viennent du Congo. C'est pour ça que lorsqu'on parle des conflits dans le monde, il ne faut pas commencer à dire « Oui, mais pourquoi vous parlez de ce conflit-là? Vous ne parlez pas de nous ?» Mais déjà, est-ce que nous, les Congolais, est-ce qu'on parlait de notre conflit? Je vois maintenant tout le monde qui met Rwanda is killing, je vois dans les réseaux sociaux. Si vous n'étiez pas au courant, c'est parce que les Congolais eux-mêmes n'en parlaient pas dans leur réseau. Vous étiez au courant du dernier concert de Fally Ipupa parce que les Congolais mettaient Fally Ipupa. Vous étiez au courant, je ne sais pas, de la dernière danse, le dernier clip qui est sorti parce que les Congolais mettaient ça dans leur réseau. Mais combien de Congolais mettaient ça chaque jour ou chaque mois, un post sur ce qui se passait à l'est du Congo? Presque personne. Alors on ne peut pas aussi en vouloir aux autres de ne pas parler de notre cause si nous-mêmes, on ne commence pas à parler de notre cause. Oh, pourquoi tout le monde parle des Palestiniens, mais lorsque vous connaissez des Palestiniens, ils parlent tout le temps du problème qu'ils ont dans leur pays. Vous pouvez croiser des Congolais, vous vivez avec eux, vous les fréquentez pendant des années, et à aucun moment il va vous parler de ce qui se passe à l'est du pays, parce que peut-être qu'il est de Kinshasa, et à Kinshasa, ils s'en foutent. Et ça, même lorsque vous êtes à Kinshasa, vous pouvez être allé à Kinshasa, et que personne ne parle du problème à l'est du Congo, tellement que Kinshasa, c'est loin de l'est. Vous savez, c'est pratiquement comme si vous êtes à Paris, et ce qui se passe à l'est du Congo, donc à Paris, on va dire que c'est Kinshasa, et ce qui se passe à l'est du Congo, c'est en Ukraine. Donc c'est tellement loin, et les routes sont tellement mauvaises que pour que le conflit arrive jusqu'à Kinshasa, c'est pas maintenant. Et d'ailleurs, ce n'est pas de leur intérêt que ça arrive jusqu'à Kinshasa. Ils savent que comme ça, les gens à Kinshasa continuent à s'amuser, continuent à danser, ne font pas trop attention. Pourtant, toutes les décisions se passent à Kinshasa. Et les Américains en sont conscients, ils jouent avec tout ça, mais il y a une nouvelle génération de gens conscients qui l'ont compris. Et dans les rues de Kinshasa, ils sont en train de marcher pour dire qu'on ne veut plus des Américains. Américains, c'est que les terroristes américains, oui. Papier Afrique, ils ont utilisé les Tutsis rwandais. Un pays de fous. On veut que les Américains partent. On veut que les Européens partent. Les terroristes, ce sont des Américains, des Français, des Anglais. Donc des vrais terroristes, des Grande-Bretagne. Arrête de plus seulement aujourd'hui. Hein? Comment des tueries comme ça? Est-ce que nous sommes des chefs? Maintenant, quand on dit les Américains ou les Occidentaux qui partent, on parle de l'ancien système. Parce que franchement, vous avez vu notre coach de sabre. Des Français comme ça, bien sûr qu'on en veut. On ne va pas stopper les liens qu'on a avec l'Occident. Enfin, les gens normaux. On doit juste trouver des nouveaux partenaires occidentaux. Les Américains, bon, peut-être des privés, mais les gens du gouvernement, c'est un peu chaud. Surtout les démocrates. Les gens ne comprennent pas pourquoi moi je préfère les républicains. Moi, je veux que Donald Trump y passe. J'ai pas envie qu'un démocrate passe. Je vais vous donner quelques raisons. Vous me direz en commentaire si j'ai raison ou j'ai tort. Les problèmes du Congo ont commencé avec qui? Avec Bill Clinton. Bill Clinton, il est quoi? Il est démocrate. C'est lui qui a commencé justement cette alliance avec Kagame, c'est Bill Clinton. La Libye, on se plaint de la Libye. C'est qui était président des États-Unis et qui a donné l'autorisation pour qu'on attaque la Libye? C'est Obama. Oh, premier président noir, ça c'est encore une grosse arnaque, mais c'est Obama. Moi, je déteste Obama.
Il a détruit la Libye et maintenant il est là, il va venir bientôt en Belgique faire une conférence à l'aise après avoir massacré le pays avec son collègue Sarkozy. Ah non, pour moi ça ne passe pas. Encore un démocrate. Vous avez remarqué que quand Donald Trump il est passé, il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Il a récupéré les soldats d'Irak. Bon, lui, son problème, c'est la Chine. Mais ce n'est pas notre problème à nous. Je peux comprendre pour les Arabes, parce que les républicains, eux, leur business, c'est chez les Arabes. C'est le pétrole, le Moyen-Orient, c'est là où ils bouffent. Mais pour nous, les gens de l'Afrique subsaharienne, ce sont les démocrates le problème. Vous devez comprendre que les Occidentaux, ce n'est pas juste un bloc. Ils ont l'air unis lorsqu'il y a un problème. C'est vrai qu'ils ont cette capacité de s'unir. Dès qu'il y a un problème qui touche l'un d'entre eux, ils répondent d'une seule voix. Mais dans les Occidentaux, il y a des voix différentes, il y a des systèmes, ils se sont un peu partagés le gâteau. Et nous devons apprendre à jouer avec ces différences. Justement, eux aussi jouent avec nos différences. Lorsqu'ils viennent, ils voient que c'est celui-là, là, il est un peu trop nationaliste, patriote. On va aller chercher celui qui est un peu moins, celui qui aime l'argent, celui qui aime la vie occidentale, et puis on va le corrompre. On peut faire de la même chose. Lorsqu'on va chez les Occidentaux, chez les Américains, on cherche ceux qui sont pour l'Afrique. Ceux qui veulent gagnant-gagnant. Je prends l'exemple du football parce que voilà, De Sabre, il est venu, il a été payé parce qu'il a sa solde, il vient pas gratuitement, il vient pas aussi faire l'aumône aux Africains, il vient faire son... Et il a fait le taf. Trouvons des Occidentaux qui font le taf. Et les autres, on les balance. Le problème maintenant, c'est que les Occidentaux qui sont maintenant à la tête de leur gouvernement, ce ne sont pas vraiment nos amis. Alors peut-être qu'avec le temps, il faut commencer aussi à promouvoir justement les Occidentaux qui ont des idées qui vont avec nos valeurs, avec qui on peut s'associer gagnant-gagnant, et commencer aussi à les pousser, à les promouvoir pour qu'ils atteignent des postes beaucoup plus importants en Occident. Comme ça, ils auront plus de voix lorsqu'il s'agit justement de pouvoir défendre l'Afrique. Parce qu'il y a un problème, on peut dire ce qu'on veut, l'Occident a encore un contrôle sur le monde, qui fait que c'est très difficile de pouvoir justement condamner ces malversations au niveau international. Beaucoup disent l'Afrique du Sud, oui, ce qu'ils ont fait pour la Palestine, pourquoi ils n'ont jamais porté plainte pour un pays africain? Déjà de 1, le pouvoir que l'Afrique du Sud avait auparavant n'est pas le même que maintenant, en s'alliant justement avec les BRICS. Et il faut comprendre la symbolique justement d'avoir fait passer cette loi et d'avoir eu ce jugement pour la Palestine qui pourra faire jurisprudence plus tard pour les pays africains. Ce n'est que la première étape et les Sud-Africains ont été très malins parce que tous les projecteurs étaient braqués sur la Palestine. S'il avait fait pour le Congo, alors que vous savez que c'est un conflit dont personne ne parle, il serait allé au tribunal, personne n'en aurait parlé, même pas dans les télés, rien du tout, et on allait continuer les massacres. Vu que tous les projecteurs sont sur la Palestine et sur Gaza, vu que le monde entier est en train d'analyser qu'est-ce qui est en train de se passer sur Gaza? Qui a commencé quoi? Qui est occupant? Qui est maltraité? Qui est sous apartheid? Le monde entier a une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe sur Gaza. Ce qui fait que les accusations de l'Afrique du Sud envers Israël étaient beaucoup mieux comprises par l'opinion publique internationale. Et maintenant, lorsqu'un pays africain viendra avec les mêmes revendications et la communauté internationale se rendra compte que c'est le même problème que les Palestiniens ou que ça va dans la même direction, ce sera beaucoup plus facile de condamner les bourreaux. Je dis beaucoup plus facile, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, croyez-moi. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est lorsque Anthony Blinken a conseillé au gouvernement congolais de discuter avec les rebelles du M23 et de maintenir les accords de Nairobi. Donc... Oui, il y a une barrière ici. On ne sait pas pourquoi. La police ne comprend pas l'initiative des Congolais pour empêcher qu'ils puissent entrer à l'ambassade des États-Unis. Mais les Congolais sont déterminés. Je vous rappelle les accords de Nairobi, c'est un accord qui avait dit qu'il fallait justement parler avec les rebelles et même intégrer certains rebelles dans l'armée congolaise. C'est quelque chose qui a été fait auparavant, c'est pour ça que si vous ne comprenez pas pourquoi l'armée congolaise n'est pas efficace et qu'elle doit être remise à niveau, c'est parce que dans le temps, ils ont intégré des groupes rebelles, donc les Américains les ont conseillés, intégrer les groupes rebelles dans l'armée congolaise. Comme ça, ils vont arrêter de commettre des crimes, ils seront enfin dans une armée nationale. Alors vous imaginez des génocidaires, des tueurs, des violeurs de bébés, on les a introduits dans l'armée congolaise. C'est pour ça que maintenant, pour les dirigeants, c'est très compliqué. Parce que maintenant, dans l'armée congolaise, même s'ils veulent nettoyer l'armée congolaise et qu'ils renvoient ces militaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont l'expérience, ils vont retourner dans le maquis et refaire une rébellion. C'est pour ça qu'il y a un peu un jeu d'équilibriste où dans l'armée congolaise, il y a justement ces anciens rebelles qu'on essaie aussi de garder dans l'armée nationale, qu'on essaye de caresser au sens du poil, justement pour qu'ils n'aillent pas refaire une rébellion. Et le temps de reformer des nouveaux militaires nationalistes qui pourront reprendre le flambeau, entre-temps,
il y a encore ces anciens militaires issus de groupes rebelles qui sont encore intégrés dans l'armée nationale. Ça forme des clans, et lorsque vous avez des clans, ben, les Occidentaux ont très facile justement de prendre ces gens qui sont dans les clans et puis de les diviser un peu par là pour créer des embrouilles. Donc ce monsieur Nanga, qui a nommé le président Félix Tshisekedi en 2018, maintenant il se retrouve leader des rebelles du M23. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, aux côtés du dirigeant politique du M23, en jaune, Bertrand Bissimois, chantant l'hymne national congolais. Il lance ce vendredi une nouvelle coalition, l'Alliance Fleuve Congo. Et la conférence de presse qu'ils ont fait pour justement annoncer que c'était devenu un groupe politico-militaire avec Nanga, ça s'est passé où? Au Kenya, pays que Félix Tshisekedi avait demandé de faire une force d'intervention à l'est du pays pour venir aider. Il a laissé les Kenyans venir là, voir comment tout se passait, comment notre armée a été dirigée. La population a remarqué que les Kenyans ne faisaient rien. Après, le président Félix Tshisekedi a dit « Ah non, on doit arrêter » sous la pression de l'opinion publique. « Ah non, on doit arrêter, repartir ». Et lorsqu'il repart, on découvre que voilà, c'est là-bas que la réunion s'est passée avec le M23 et Nanga. Donc ça fait que le Kenya, le Burundi, le Ouganda, ils ont pu maintenant analyser, leur armée ont pu analyser le terrain au Congo où se trouvent les richesses et voir comment l'armée congolaise se débrouillait. Donc maintenant, ils ont des statistiques sur l'armée congolaise, qui est dans l'armée congolaise, comment ils fonctionnent, tout ça là. Et maintenant, ils stoppent. Ils disent oui, c'est fini, mais ils sont partis avec toutes ces informations. Et maintenant, il revient, oui, non, maintenant ceux qui vont nous aider, c'est les Sud-Africains, l'Angola. Mais Anthony Blinken, la semaine passée, 2 semaines passées, il était en Angola. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Tout d'un coup, on a besoin de l'Angola, on dit que l'Angola va venir nous aider. Et tout d'un coup, on remarque qu'Anthony Blinken, il est parti en Angola pour discuter de quoi? Le secrétaire d'État américain a rencontré le président angolais João Lourenço à Luanda. L'implication de l'Angola dans la résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo a sans nul doute aussi été au menu de leurs échanges. Parmi les sujets d'intérêt commun figurent le pétrole et les infrastructures. Washington a investi notamment dans le couloir Lobito, reliant la RDC et la Zambie via le port angolais de Lobito. Vous voyez que tout ça là est louche. Et ensuite, après l'Angola, où est-ce qu'il allait? Il allait au Kenya. Pour discuter de quoi? Comme par hasard. Avec l'Afrique du Sud, c'est difficile parce que maintenant, l'Afrique du Sud, la position qu'ils ont prise face à Israël, les États-Unis ne peuvent plus trop parler avec eux. Mais voilà, ils sont passés par l'Angola, ils sont passés par le Kenya. Et le président Félix Tshisekedi, il avait demandé l'aide du Kenya et maintenant il demande l'aide de l'Angola. Bon, il faut commencer à apprendre à s'aider soi-même. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la situation et si les États-Unis sont vraiment le vrai ennemi du Congo. Après cette petite analyse, on va voir comment évolue la situation et on pourra approfondir au fur et à mesure ce sujet-là. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un like et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi appuyer sur la cloche pour être informé justement à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et on se voit à la prochaine. Passez une bonne journée.